Bienvenue à toutes les deux. Je suis heureux de vous revoir. Coralie Nelly, vous êtes directrice, je le rappelle, de l'Observatoire des crises nouvelles chez Havas. Coralie Savin, présidente de TBWA Corporate, agence de communication. Alors Nelly, d'abord, la parole, c'est pour vous. On va reparler confiance, perte de confiance, rétablissement de la confiance et communication, forcément. D'abord, on peut dire en préambule et pour contextualiser que la perte de confiance touche les acteurs privés du grand âge, mais pas que. Oui, on m'entend là? Oui. Ah bon, je m'entends pas moi. Ah si. Disons que quand quelque chose vous arrive personnellement, vous avez toujours une hypersensibilité. Et donc, quand c'est votre métier qui est frappé par une crise comme celle que vous avez pu connaître sur les fossoyeurs, vous vous dites, mon Dieu, on est les plus mal aimés du monde. Alors c'est pour ça que c'est important pour des acteurs comme nous, qui accompagnons beaucoup d'entreprises qui sont confrontées à beaucoup de crises, de un peu dézoomer, finalement se rendre compte que aujourd'hui on est plus dans une société de la défiance que de la confiance. Et donc ce phénomène de défiance, tout le monde y est un peu confronté, et on le voit par exemple sur les baromètres de la confiance. On voit que tous les acteurs sont très bas. Les partis politiques, ils sont à 21% de confiance. C'est-à-dire les gens leur accordent 21% de confiance. Les syndicats, c'est autour de 38%. La justice, même la justice, l'institution de la justice, c'est en dessous de 50%. Donc on voit bien que le défi de créer la confiance, il se pose à tous les acteurs. Et si on regarde là-dedans les entreprises, elles sont plutôt autour de 50% de confiance. Parce que finalement, les gens voient ce qu'elles font et voient qu'il y a une action. Et pour les entreprises privées, c'est 50% de confiance, et pour les entreprises publiques, c'est autour de 52% de confiance. Ce qui montre aussi qu'il n'y a pas non plus, je dirais, un anathème qui est jeté sur le secteur privé dans sa globalité. Et donc c'est pour ça que déjà, il faut un peu se redonner du baume au cœur en se disant que effectivement, c'est un vrai challenge de garder un lien de confiance et de renforcer ce lien de confiance, mais ça se pose à tous les acteurs. C'est pour tout le monde, tout le temps, dans la durée, et que donc, voilà, il n'y a pas un secteur qui est le mal aimé quand tout le reste du monde est bien aimé par la population. Et ça veut dire qu'on n'a plus confiance dans les structures collectives et qu'on se replie sur la sphère intime, c'est-à-dire que ceux à qui on fait confiance, ce sont les proches, la famille, les amis? Alors, effectivement, moi je dirais il y a trois clés, trois marqueurs de la confiance. D'abord, c'est que les gens vous connaissent. Parce que les gens en qui on a le plus confiance, c'est les gens qu'on connaît. Les gens en qui on a le plus confiance, c'est la famille. 94% des gens disent « j'ai confiance dans ma famille ». Ensuite, ce qui vient, c'est les voisins. Vous avez quasiment 80% des gens qui disent « j'ai confiance dans mes voisins ». Ensuite, vous avez, par exemple, les gens qui ont une même communauté de vie, une même religion, c'est-à-dire c'est la communauté. Et donc on voit bien que plus vous êtes loin de la vie des gens, moins ils ont confiance en vous, et c'est pour ça que bien évidemment, on travaille sur la presse, on travaille sur tous les gens qu'on appelle les prescripteurs, c'est-à-dire les gens qui vont parler de vous au grand public pour qu'ils vous connaissent. Et puis c'est pour ça aussi qu'il faut faire des campagnes de communication grand public, parce que si personne ne sait qui vous êtes, déjà ils vont avoir une défiance de principe. La deuxième clé de la confiance que je dirais, c'est la transparence. Parce que il faut que les gens aient l'impression que ce que vous leur donnez à voir, c'est pas une communication factive. C'est pour ça que la communication, on dit, c'est juste montrer la réalité, c'est pas créer une illusion. Et donc la transparence, c'est important. Et la transparence, on a beaucoup parlé des contrôles. C'est vrai que les contrôles, c'était difficile à vivre pour ceux qui doivent subir des contrôles quand ils ont déjà beaucoup d'activités, quand ils ont déjà parfois des problèmes de recrutement et de pénurie de personnel. Mais le contrôle, c'est jamais une marque de la défiance. C'est au contraire un marqueur de confiance. Parce que, et on l'a vu dans cette crise que vous venez de traverser, que les résultats des contrôles ont été un socle essentiel pour établir la confiance. Et puis, je dirais le troisième marqueur, troisième clé de la confiance, c'est le concret. C'est-à-dire que plus les gens savent ce que vous faites, plus ils ont confiance, moins ils comprennent, moins ils ont confiance. Je vous donnerai un exemple. Dans les institutions politiques, une des seules institutions qui dépasse les 50%, c'est le maire. Parce que le maire, on est bien placé ici, il nettoie les rues, il fait ratisser la plage. C'est pas Bruno Le Maire. Non, c'est David Lisnard. Non, mais le maire, on sait ce qu'il fait. L'institution qui a le moins la confiance, c'est la Commission européenne.
Parce que la Commission européenne, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et donc, c'est pour ça qu'une bonne communication, c'est une communication qui ne va pas faire des grands slogans philosophiques et désincarnés. Et je crois que le pire pour une entreprise, c'est d'être désincarné. C'est quand on commence à dire le business de quelque chose. Alors là, vous êtes mal. Parce que, du coup, les gens savent plus qui vous êtes. Vous êtes une espèce de secteur qui est là pour faire du profit et qui est désincarné. Mais quand on dit non, la réalité, c'est madame qui s'occupe de monsieur, qui s'occupe de votre père au quotidien, c'est telle personne qui est le directeur de l'établissement et qui veille voilà, au quotidien de votre maman, de votre papa, de votre épouse. Voilà, dès qu'on est dans le concret, là on recrée de la confiance. C'est pour ça que je dis 3 marqueurs de confiance. 1, que les gens vous connaissent. 2, en transparence. Et 3, en concret. Eh bien, dans le droit fil de ce que vous venez de dire, on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos qui s'inscrivent dans une communication en réponse aux reproches régulièrement faits au secteur. On regarde d'abord celle qui explique pourquoi il y a des EHPAD privés et on en parle après. Alors voilà, un des 5 films qui ont été faits pour les réseaux sociaux. On est dans ce que vous disiez juste avant, la transparence, le concret, expliquer les choses, ce qu'on fait, pourquoi. Alors on est dans l'écoute, parce que la communication, elle peut être descendante. Finalement, je dis ce que j'ai envie de dire. Et là, ça a été l'écoute de toutes les questions que se pouvaient se poser les gens. Donc on a fait effectivement quel est le coût d'un repas, comment s'organisent les repas, parce qu'il y avait une vraie question autour de l'alimentation. On l'a revu hier dans l'étude d'opinion IFOP, c'est un point fondamental, l'alimentation. On l'a fait sur le tarif, parce qu'il y avait la question de comment c'est fixé sur des sujets qui sont un peu techniques. Donc je pense que la clé, c'est l'écoute. Et puis ensuite, la transparence, la pédagogie et la sincérité. Et je dirais dans la confiance, il y a un point aussi important, donc pas forcément sur ces films-là, mais dans la posture qui a été celle du CINERPA, qui était, je l'ai dit, la posture d'humilité, de dire voilà, on n'a pas toujours toutes les réponses, on n'a pas toujours toutes les solutions. Sur ce que vous nous racontez aujourd'hui, on ne sait pas exactement tout, mais on vient vous dire ce qu'on sait au moment où on le sait. Et ça, c'est un point déterminant parce que aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de l'authenticité. Et on le voit dans une personnalité pour qu'elle soit rendue crédible. Et alors, dans le milieu politique, c'est particulièrement vrai. Il faut que les gens aient le sentiment qu'elle est authentique, qu'elle ne vient pas débiter des éléments de langage, de la langue de bois, mais elle dit comment elle essaye de faire au mieux au quotidien avec ses failles, ses faiblesses. Et donc, c'est vraiment de la posture qu'on a travaillé sur toute cette période très compliquée de la crise des 4 mois passés. Alors, vous avez parlé de cette vidéo sur l'alimentation. Eh bien, on la regarde. Voilà, donc 2 vidéos parmi d'autres diffusées sur les réseaux sociaux pour expliquer les choses. Coralie Savin, pas facile de communiquer quand on est au croisement de 3 sujets tabous, la mort, l'argent, l'intérêt privé.
Alors effectivement, hier on évoquait le fait qu'on est face à une situation de rupture de confiance très particulière dans votre secteur, très particulière dans le sens où elle vient nous rappeler, nous tendre un miroir d'une certaine manière accusateur de notre propre culpabilité à ne pas nous occuper de nos vieux. Mais surtout, elle vient très intimement nous rappeler notre propre fin à nous. Et si je viens sur ce premier tabou, qui est celui de la mort, on a vu nos sociétés considérablement évoluer ces dernières décennies sur ce sujet, au point qu'on a une forme d'invisibilisation de la mort, là où elle était très présente dans les sociétés premières jusqu'au début du XXe siècle. Preuve en est dans l'organisation de notre espace urbain. Les cimetières, les monuments aux morts étaient très présents, et là, on les met de côté, on les cache. Et on cumule ça avec l'allongement de l'espérance de vie, on tombe dans une forme de société qui est presque un peu adolescente, qui ne veut plus voir, qui met de la mort de côté. Et le processus de vieillissement qui nous y conduit, on l'écarte. On veut, quelque part, on est dans ce mythe prométhéen de l'éternelle jeunesse. Donc, quelque part, cette crise, elle vient nous ramener, elle remet la mort au centre du jeu. Et ça, c'est assez insupportable, par rapport à ce cheminement et cette volonté où, quelque part, maintenant, on considère la mort comme une forme d'injustice. Et preuve en est, on voit aussi même des milliardaires américains entamer des recherches sur comment on peut encore repousser les limites de la mort. Deuxième tabou, comme vous l'évoquiez, c'est l'argent. Alors parce qu'en France, même si on est une société qui s'est profondément laïcisée, beaucoup moins pratiquante, on reste très marqué par nos racines catholiques, où voilà, on entretient un rapport très ambigu à l'argent. L'argent, c'est sale, hein, d'une certaine manière. Et puis, on a aussi des racines paysannes très fortes, où voilà, ce tabou de l'argent est extrêmement fort. Et je dirais qu'il vient se recouper aussi avec cette promesse d'égalité qu'on a voulu pousser en 1789. Donc, quelque part, voilà, on cumule un autre tabou, l'argent, que je cumulerai avec le troisième, qui est celui de l'intérêt privé, parce que fondamentalement, les Français, même s'ils le critiquent énormément, restent très attachés au service public. Et je vous dirais, moi, pour avoir longtemps travaillé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, que dans la santé, c'est l'ultime tabou, parce que, quelque part, c'est un bien public, et on ne devrait pas faire de l'argent sur notre santé. Donc, quand vous cumulez finalement ces trois tabous, et s'il y a des manquements avérés ou pas, la violence derrière est d'autant plus forte que vous êtes venu toucher à des fondamentaux qui nous font mal, en fait. Alors, ce constat étant posé et rappelé, comment relégitime-t-on le rôle des professionnels du secteur ? Alors, déjà, on l'a vu, on l'a évoqué hier, et j'étais très contente de voir que dans le sondage, le sujet de la charte de l'engagement remonte en deuxième position dans les actions à mener, parce que on ne va pas pouvoir bâtir la suite et relégitimer sans ce cadre. Je l'évoquais hier, on était justement dans cette invisibilisation, dans l'indicible. Maintenant, il faut que le contrat, je reprendrai vos mots de contrat de confiance, il soit écrit et formalisé avec les parties prenantes. Donc c'est une condition sine qua non à cette relégitimation. Après, Elisabeth Laville l'évoquait hier, et j'aimais beaucoup ce que disait Gabriel Alperne tout à l'heure en rappelant Saint-Augustin. L'homme, c'est l'histoire des commencements. Et c'est-à-dire que cette charte, quelque part, elle doit s'accompagner d'un nouveau récit, parce que si on veut que cette crise, elle soit créatrice d'opportunités, il va falloir opérer une bascule, et une bascule vers autre chose. Or, la puissance transformatrice du récit, de toute façon, c'est l'histoire humaine. On est construit, et tous les leaders, toutes les grandes périodes de l'histoire, elles s'inscrivent sur la base d'un récit dans lequel les hommes peuvent se projeter. Donc il va être très important qu'on accompagne. On est dans une phase là aujourd'hui en défense en termes de communication, parce qu'il faut effectivement ouvrir, comme le disait Nelly, il faut ouvrir le capot, montrer la transparence, de l'humilité. Mais maintenant, il va falloir qu'on passe à une phase qui est plus positive, plus constructive d'une certaine manière. Et ça, il va falloir le faire autour d'un nouveau récit qui raconte, parce que, pour revenir à votre question, comment relégitimer, il va falloir, je le disais, au-delà même de l'empathie, il va falloir montrer un alignement
avec les Français, montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est autour de ce récit et de cette campagne de communication qu'on va évoquer qu'on propose de le faire. Campagne de communication au nom des acteurs privés du grand âge et non pas du CINERPA. Pourquoi ? Alors, je suis très contente d'ailleurs que ce 21e congrès porte ce nom des acteurs privés du grand âge, parce que voilà, c'est un grand point de discussion qu'on avait eu avec la commission et les instances dirigeantes du CINERPA sur le fait de cette posture de communication, ce nouveau récit à porter, il faut qu'il soit très audible et très légitime auprès du grand public. Or, encore une fois, je disais, moi je viens de l'industrie pharma, d'un syndicat professionnel où on est passé à un moment du SNIP au LEM pour les postures, on va dire, de défense de la profession, et où on a créé ce label, les entreprises du médicament, pour pouvoir parler au grand public. Alors, j'ai pas compris ce que vous avez dit juste avant, là, du SNIP au LEM. En fait, on a changé le nom à l'époque du syndicat national de l'industrie pharmaceutique pour créer en fait un label qui puisse parler au grand public, qui s'appelle les entreprises du médicament. Et vous avez de plus en plus d'organisations professionnelles, on le voit dans le secteur de l'assurance, qui créent aujourd'hui une marque qui puisse être un émetteur crédible auprès du grand public. Donc les acteurs privés du grand âge, alors je le disais, on a eu de nombreuses discussions, donc ça, non seulement ça vous permet de passer d'une posture défensive qui est naturellement et qui est le rôle d'un syndicat professionnel à une posture qui est plus grand public, plus ouverte, qui traduit aussi votre volonté d'action, qui traduit votre volonté d'engagement. Et puis, qui dit aussi qui vous êtes. Et c'est intéressant parce qu'au départ, dans les discussions qu'on avait vues, on avait émis les acteurs du grand âge. Et on a vraiment, et ça a été remarquable de votre part, voulu poser les acteurs privés du grand âge pour bien dire qui vous êtes, de ne pas avoir de surpromesses, tout en racontant aussi la mission d'intérêt public que vous menez, la mission d'intérêt général. Et puis aussi, ça faisait écho à cette dénomination des métiers du grand âge que vous aviez déjà lancé, mais ça allait plus loin qu'une simple vision de marque employeur, qui permet aussi d'embarquer les collaborateurs de tous vos établissements dans cette fierté autour de la mission qu'ils exercent. Donc là, ce qu'on découvre, c'est le visuel, les acteurs privés du grand âge, et ce sera le visuel de cette campagne qui verra le jour à l'automne prochain et qui s'appelle Le Chemin ? Exactement. Alors de quoi s'agit-il ? Quel l'esprit ? Alors Le Chemin, c'est un récit, c'est quelque part, c'est une histoire. Alors on n'a pas voulu sur cette campagne partir sur un film qui raconterait votre offre. On a vraiment voulu prendre ce point de bascule que j'évoquais pour montrer qu'on est dans une vraie logique de service et au service de ceux qui sont de nos aînés. Donc c'est une histoire, on joue vraiment sur la puissance transformatrice de l'empathie, qui va permettre finalement, c'est un récit qui est très simple, c'est une histoire de vie, c'est la croisée des chemins. C'est les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans nos vies. C'est une histoire qui nous parle à tous, qui est très familière. On va suivre le parcours d'une femme tout au long de sa vie. Les choix, enfin, ses choix, effectivement. Et puis les moments où elle va être accompagnée par ses proches jusqu'à la fin. Donc, en fait, par la justesse du propos, par la force de l'empathie, on recrée des conditions d'écoute, on recrée les conditions de la confiance et finalement, surtout, on va aller montrer ce que j'évoquais, cet alignement, finalement, le fait de montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde que les Français. Donc, film qu'on verra à l'automne, c'est ça, à la télé ? Oui. Et qui durera combien de temps ? On est sur les calages, mais on est sur un film autour d'une minute. Autour d'une minute. Voilà. Bien. Et qui sera multidiffusé. C'est le début d'une nouvelle communication sur le long terme ? Exactement, parce que là aussi, la confiance, c'est quelque chose, je le disais hier, qui se gagne au goutte à goutte. Donc, et puis construire ce nouveau récit, comme on dit aussi, communication is repetition. Donc il va falloir le marteler dans le temps, l'inscrire. Donc c'est pour ça que c'est important cet engagement dans la durée. Eh bien, nous attendrons la diffusion de ce film et puis on a hâte de voir ça. Merci, mesdames.
On vous applaudit et je vous laisse regagner la salle.